Nous passons la parole donc à Marc Sapoval, qui fait de la radiologie opérationnelle vasculaire et oncologique à Pompidou et qui est PUPH, professeur de radiologie. Il est membre de l'Académie nationale de chirurgie. Absolument, depuis pas très très longtemps. Merci Albert Claude. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les académiciens, donc je vais terminer cette session avec la technique qui est développée maintenant depuis plusieurs années avec pas mal d'errances techniques, on va dire. C'est pas si simple que ça de fabriquer un système qui soit efficace et pas dangereux. Et on a un progrès récent que je voudrais partager avec vous qui me paraît important. Ça fait un moment qu'on travaille ensemble avec l'équipe que vous avez vue devant vous aujourd'hui et qu'on a fait des tests avec différents systèmes. Et tous les résultats qu'on voit dans la littérature sont forcément très dépendants du matériel qu'on utilise. On ne travaille pas, bien sûr on travaille avec nos mains, mais le matériel, le cathéter, le type de technique qu'on utilise, je vais les revoir brièvement avec vous, ça ne sera pas long, je vous rassure, a un rôle important sur la qualité du résultat et sur la morbidité qu'on en tire. Oui, où est-ce qu'on descend ? Le touch. Ok, bon, je ne vous refais pas toute l'explication physiopathologique que vous avez bien vue maintenant. On essaye d'être donc rapidement efficace et d'enlever le thrombus rapidement dans des situations graves. Et donc voilà un petit peu les différents systèmes qui existent. Certains sont déjà morts, d'autres ne sont pas disponibles en France. Schématiquement, on peut faire une fibrinolyse locale par cathéter. Donc au lieu de faire une fibrinolyse périphérique, on va monter un cathéter dans l'artère pulmonaire. Par exemple, ici, c'est le système ECOS avec un cathéter, un système qui vibre avec des ultrasons pour augmenter la pénétration du fibrinolytique qu'on va injecter dans le caillot. Et ça va prendre un petit moment à être efficace, mais ça va liser les caillots. Et puis après, il y a des systèmes qui sont plus des systèmes de, entre guillemets, Karcher, où on va pulvériser le caillot, où on va l'aspirer. Donc voilà différents systèmes. Celui sur lequel nous, on a maintenant une petite expérience et auquel on pense vraiment maintenant en première attention, qui est le système Inari, c'est la société américaine qui a fabriqué ce système-là, est très efficace et je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est très important de comprendre. Donc, des obstructions mécaniques pures par aspiration. Donc il y a un système qui s'appelle le Penumbra qu'on a utilisé, qui est en 8 French. Donc un French, je vous rappelle que c'est un tiers de millimètre. Donc c'est un tuyau qui est assez gros, mais qui est encore relativement petit par rapport à la taille des caillots qu'on a pu voir sur les diapositives précédentes. Et ce système-là, il est en 24 French. Ça veut dire que c'est un système qui a un tuyau qui fait 8 mm. Donc c'est un gros tuyau. Et bien que ce tuyau soit très large, on arrive à le mettre en place par voie percutanée sans aucun problème en passant par la veine fémorale. Et donc on va fragmenter le caillot et on va l'aspirer. Après, donc je vous ai expliqué brièvement, des obstructions pharmacomécaniques. Ce n'est pas trop ce qu'on utilise maintenant, mais ça peut être indiqué dans certains cas. Donc ce système-là, bon, son petit nom c'est le Flowtriver, sans publicité. Donc il y a un très gros tuyau, c'est tout bête. Hein. C'est un tuyau avec une grosse sonde d'aspiration. Et puis en plus, on peut utiliser des petits paniers, un peu comme une dormia ici, pour aller ramener les caillots et les faire rentrer dans le cathéter si on a des difficultés. Donc c'est très rustique. Hein. Encore fallait-il le mettre au point. C'est pas si simple que ça. Il faut la bonne souplesse. Il ne faut pas blesser l'artère. Il faut avoir le bon calibre, la bonne lumière. On va aspirer avec une seringue toute bête, hein, une seringue d'aspiration. Il n'y a pas de machine externe. C'est pour ça que c'est assez simple à mettre en œuvre. Et pourquoi c'est important d'avoir un gros tuyau ? Ça tombe sous le sens. Hein. C'est parce que pour aspirer des gros caillots, il faut un gros tuyau. Vous voyez ici la puissance d'aspiration, le débit qu'on a avec un système, donc, comme je vous disais, en 24 French versus un système en 20 French ou un système en 16 French. Et voilà les caillots qu'on arrive à aspirer. Je vous montrerai plusieurs exemples. On arrive effectivement de façon spectaculaire à extraire les caillots, aussi volumineux soient-ils, en un passage, 2 passages, parfois 3 passages, parfois en aspirant un petit peu de sang au passage, mais en général pas tellement, surtout que maintenant il y a un système de CEC qui est mis en place qui nous permet de récupérer les caillots. Donc juste un petit cas clinique, je vous passe l'aspect clinique qu'on a déjà largement discuté. Ça c'est son scanner initial, donc arrivé chez nous, des thrombus dans la paix gauche et dans la paix droite, vous voyez ici, importants, bilatéraux, avec donc une souffrance ventriculaire droite comme on le voit ici. Voilà l'angio, donc ça commence toujours par un temps d'angiographie pulmonaire.
Évidemment, vous savez qu'avant, on faisait des angiographies pulmonaires pour le diagnostic d'embolie pulmonaire. Maintenant, ça n'existe plus. Si bien que les jeunes ne savent plus faire d'angiographie pulmonaire. Et quand on montre un cathéter dans les poumons, ils nous regardent avec les yeux émerveillés. Alors qu'avant, on en faisait 5 par jour. Et maintenant, ça n'existe plus. Donc voilà l'angiographie pulmonaire. Donc tout bête, un cathéter dans la veine fémorale. On traverse les cavités droites. On se met dans le tronc de l'artère pulmonaire. On fait une injection de produit de contraste de face. Et qu'est-ce qu'on voit? Ici, une amputation majeure de la partie inférieure du poumon droit. Un caillot ici non obstructif à gauche. Ici, dans différentes incidences. Image initiale. Voilà le cathéter en place. Donc, vous voyez, c'est un cathéter qui est très large. On va se mettre au contact du caillot. Là, vous voyez qu'on est bien tout au contact du caillot de la base pulmonaire droite. On aspire les caillots. On fait 2 ou 3 ou 4 passages et on arrive à extraire ces caillots de façon très spectaculaire. Du point de vue angiographique, vous voyez ici, après un passage, après 2 passages, on a complètement réouvert la pyramide basale droite, par exemple, et on va faire de l'autre côté. On s'approche. Ici, on est au contact du caillot. Et puis, avec l'aspiration très violente de ce système-là, on va extraire les caillots, un peu comme ce que Paul a montré chirurgicalement. On le fait avec ce gros tuyau qui s'appelle Inari. Voilà le scanner de contrôle et l'évolution clinique du patient favorable, qui est détaillé ici. Enfin, peu importe, ce n'est pas le sujet de la discussion. Amélioration des paramètres cardiaques, amélioration clinique, implantation de l'ECMO. Donc, on travaille souvent sous ECMO, comme on en a discuté précédemment, au moins au moment de notre expérience initiale. Cette expérience-là, elle est récente, elle date d'il y a quelques mois. On a commencé il y a environ 6 mois à avoir ce cathéter à disposition. Qu'est-ce qu'on a comme évidence dans la littérature? Il y a 2 études principales. Il y a cette étude-là qui montre une amélioration des paramètres cardiaques. Dans les études qui sont pour l'instant toutes des études américaines, je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais aux États-Unis, les techniques de thrombectomie sont globalement plus agressives que chez nous, c'est-à-dire qu'elles s'adressent souvent à des patients moins graves, donc ils ont des grosses séries, mais dans ces grosses séries, Olivier pourra détailler, dans les grosses séries, il y a peu de patients à très haut risque. D'ailleurs, on le voit ici, dans la diapositive qui va venir après. Il y a un registre qui est en cours dans lequel on va participer, un registre dans lequel notre centre sera inclus. Et vous voyez, par exemple, dans ce registre qui est un registre américain, vous voyez que les high risk massives étaient seulement 7% des patients. Alors, pour faire une série avec 250 patients, on met beaucoup de patients qui sont des risques intermédiaires hauts, des risques intermédiaires bas. Est-ce qu'il faut les faire ou pas? Je ne suis pas persuadé qu'il faut les faire. En tout cas, chez nous, vous avez compris que pour l'instant, pour nous, ce ne sont pas des indications. Voilà les résultats ici dans cette série. Alors, il n'y a pas beaucoup de mortalité, mais les patients étaient globalement pas si graves que ça. Et en tout cas, ce qui est intéressant pour nous du point de vue technique, la technique est toujours très importante. C'est un peu comme quand on est chirurgien, la technique c'est important, il faut bien opérer. Nous c'est pareil, il faut qu'on ait le bon matériel et qu'on opère correctement pour donner le maximum de chance aux malades. Et bien que ce système soit un système en 24 French et qu'on fasse un gros trou dans la veine fémorale, on enlève le système, on fait une petite bourse et c'est terminé. Et on n'a pas de complications. En tout cas, jusqu'à présent, on en aura certainement, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de complications. Donc, le registre, ça, c'est les paramètres hémodynamiques de la pression artérielle qui sont améliorés au cours du temps. Je vous passe les détails. Rapport ventricule droit sur ventricule gauche, pression systolique, etc., etc. Donc, vous avez bien compris que nous, on travaille dans ce contexte-là, qui est privilégié. Je crois qu'on en a largement discuté. Ce qu'on fait, nous, en tant que radiologue interventionnel, c'est qu'on va essayer d'éclairer nos collègues dans d'autres. On a un congrès national la semaine prochaine. On a une session là-dessus. Donc, on va essayer de motiver les équipes pour qu'eux, ils mettent en œuvre ça dans leur centre, évidemment dans un contexte multidisciplinaire, de la même façon que nous, puisque nous, on a la chance d'être formés là-dessus et d'avoir le cathéter à disposition. Pour l'instant, il n'est pas très disponible en France, mais ça va venir. Donc, les indications, les patients à haut risque, s'il y a une contre-indication ou un échec de fibrinolyse, aujourd'hui, c'est nos indications. Et puis, on a l'ECMO relativement facile, comme vous avez pu le voir. Je vous remercie. Finalement, quelle est l'indication chez vous la plus fréquente à gravité comparable? La percutanée ou la chirurgicale? Je ne sais pas si on a des statistiques pour dire ça. Moi j'ai l'impression que si techniquement il n'y a pas de contre-indication à une voie percutanée, on va aller plutôt vers la voie percutanée. Par exemple, s'il n'y a pas de clot in transit, c'est-à-dire le caillot qui se balade, encore que
Quand j'ai discuté récemment avec la compagnie qui fait ce cathéter, ils m'ont montré des références bibliographiques que je ne connaissais pas, où ils ont fait ces fameux clots in transit avec la technique d'embolectomie. Pour l'instant, on est resté prudent et ces malades-là, on les a fait opérer typiquement les derniers malades que Paul a opérés et qu'on vous a montré. Oui, alors c'est vrai que on a un temps on va s'approprier la technique et donc effectivement on va étendre petit à petit probablement les indications. Les foramen ovales, c'était jusqu'à présent une contre-indication à réaliser ces techniques percutanées. Et puis, on a eu en début d'année, Paul, tu t'en rappelles peut-être, un patient qui était un malade qui avait un bental et qui avait aussi qui rouvrait un foramen ovale, qu'on n'a pas voulu mettre au bloc opératoire pour les raisons évidentes de prévision de complications post-opératoires et qu'on a fait finalement en percutané et tout s'est bien passé. Donc voilà, c'est des cas très particuliers où l'expérience successive des cas va nous permettre d'affiner petit à petit les indications et probablement aussi de les élargir. Oui, Paul. Oui, merci. Bon, moi, je dirais qu'à terme, une fois qu'on a trouvé le bon cathéter et la bonne technique, les malades qui sont opérés, ce sont les malades qui sont recusés à la technique percutanée. C'est-à-dire, dans ma discussion en général, si c'est faisable par voie percutanée, sous ECMO, malade stable, je trouve ça une option beaucoup plus attractive et plus simple et moins invasive aux patients que d'aller le mettre sous CEC et une sténotomie. Encore en ce moment... On n'entend plus. On n'entend plus. On n'a plus de son. Il y a une coupure de son. serait une solution assez attractive. Il y a un enjeu aussi d'accès à la technique qui est important, qui a été discuté largement, c'est que mettre en œuvre la technique que je vous ai montrée pour un radiologue interventionnel ou un cardiologue interventionnel, c'est pas une des techniques les plus compliquées. Il y a une petite courbe d'apprentissage, c'est énorme, enfin c'est toujours le cas, mais c'est pas une des techniques très très compliquées. Par contre, avoir localement l'expertise de la chirurgie cardiaque dans des centres de moindre grande importance, peut-être que c'est plus difficile sur le territoire national. Oui, mais je pense que c'est bien aussi, même si on fait du percutané, d'avoir un accès possible à la chirurgie cardiaque en cas d'aggravation. Et ça me semble être un autre point important qui plaide en faveur d'avoir des centres lourds où toutes les techniques sont disponibles, parce que ces malades-là, ils ont un potentiel d'aggravation en opératoire sur table qui peut convertir un malade en percutané en un malade chirurgical. Et donc ça, il faut évidemment disposer de toutes les équipes prêtes à prendre en charge ces malades. Ça me paraît indispensable d'avoir de la chirurgie cardiaque à côté, à la fois pour la gestion de l'ECLS et pour avoir les deux options à proposer à ces patients-là. Est-ce que je peux poser une question? Pascal Richman. Pascal Richman, bonjour. Bien sûr. Oui, la question était, à vous entendre, on a l'impression que la thrombectomie in situ non mécanique, donc en utilisant des agents fibrinolytiques locaux, est en train de disparaître, ou alors je n'ai peut-être pas bien compris. Et une question complémentaire, est-ce que de temps en temps, vous utilisez la morphologie du thrombus comme facteur de décision, c'est-à-dire sa taille, sa position, etc. Alors, sur la deuxième question, ça fait du sens, mais pour l'instant, on n'a pas suffisamment d'expérience pour se dire, tiens, celui-là, on n'a pas réussi. La vraie discussion qu'on peut avoir de temps en temps, c'est que des fois, on n'est pas sûr que ce soit complètement aigu. Des fois, on a un doute sur une embolie chronique sous-jacente et ça peut poser des problèmes et éventuellement nous rendre, on va dire, inefficaces parce que le caillot est collant et ancien et c'est difficile de l'attraper. Sur la première question, je pense que si on veut agir très vite dans un cas très grave comme ceux dont on discute aujourd'hui, je pense que la fibrinolyse locale
n'est pas suffisamment rapidement efficace. Maintenant, sur les patients un tout petit peu moins graves, il y a pas mal de publications qui montrent que ça fonctionne bien. Le système s'appelle ECOS, donc un système avec la perfusion de fibrinolytiques et d'ultrasons. Pour l'instant, nous, on n'a pas encore d'expérience. Il y a un essai en cours sur lequel Olivier pourra commenter, qui randomise cette technique-là contre la fibrinolyse systémique. Je ne pense pas qu'elle soit morte. Je pense que pour l'instant, on est encore un peu en courbe d'apprentissage, enfin, il me semble. Et Marc, on a discuté tout à l'heure sur les procédures de remboursement de ces cathéters. Est-ce que tu as des informations plus précises que les réponses que j'ai peut-être pu formuler tout à l'heure? C'est en cours, hein, le laboratoire est en train je dois pas plus tard que vendredi, je dois avoir une discussion avec la NSM et le labo pour savoir dans quelles conditions, etc., ça pourrait être accessible. C'est des systèmes qui sont coûteux, hein. Après, je ne fais pas de critique sur les prix, mais ça coûte plusieurs milliers d'euros, un cathéter comme ça. Il vit, hein, mais voilà, après, si on en fait beaucoup, si on élargit les indications, par exemple, ça peut être un problème. Pour répondre partiellement à cette question, Marc, à l'Académie, nous avons une équipe qui travaille avec les institutionnels sur l'accès à l'innovation et donc sur la nouvelle cotation des gestes opératoires et sur la manière de les rembourser en procédant de deux façons. Premièrement, on fait une étude pilote avec des registres pour savoir ce que ça donne. Et ensuite, en fonction des résultats de ces études pilotes, la CNAM accepte d'officialiser la cotation du geste opératoire et de le rembourser à un prix donné. Donc c'est en 2 temps. Oui, il y a aussi Philippe, il y a aussi la possibilité d'un remboursement forfaitaire sous couvert d'une étude prospective, randomisée ou non d'ailleurs. Oui, qui donne une possibilité de remboursement bien plus rapide maintenant. C'est ça, plusieurs pistes. Alors, juste un élément d'information sur ceci. Grâce à notre ami Olivier, on a pu contacter le responsable du laboratoire INARI, qui donc accepte d'ailleurs le principe de revenir l'année prochaine, 2023, peut-être en janvier, peut-être à une autre occasion, représenter cette problématique des systèmes pharmacomécaniques pour traiter les embolies pulmonaires, et voire même, je crois qu'il y a une extension sur le traitement des thromboses veineuses profondes graves, pas seulement celles qui ont embolisé dans les poumons, mais celles qui sont encore au niveau de la veine cave ou des iliaques. Ça, c'est tout un autre sujet, hein, qui n'est pas le sujet du jour, mais effectivement, les thromboses veineuses aiguës proximales mal tolérées, ça représente un pourcentage qui n'est pas très important, mais c'est quelque chose qu'on fait aussi de façon relativement régulièrement. Et la même société a un cathéter, mais là, il y en a encore beaucoup d'autres, et c'est en cours d'évaluation, mais c'est aussi un sujet intéressant. On vous réinvitera, l'équipe, probablement au mois de janvier, dans une session consacrée à la thrombose veineuse profonde, traitement médico-chirurgical. Très bien. Avant de conclure, Monsieur le Président, je vais te passer la parole. Je voudrais bien insister sur quelque chose qui va frapper au cours de cette très très belle séance. C'est la présentation par une équipe multidisciplinaire, bien soudée et très 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 projetée dans l'avenir. Marc a été élu membre de l'Académie de chirurgie. Il n'est pas chirurgien, mais c'est un opérateur et qui soigne avec ses mains comme les chirurgiens. Votre expérience, de mon point de vue, je réfléchis beaucoup à cette question, illustre bien l'évolution médico-chirurgicale des différentes spécialités. Il y a des actes opératoires qui sont faits par des opérateurs, qu'ils soient issus de la filière chirurgicale ou de la filière médicale, en l'occurrence radiologique, pulmonaire, etc., cardiaque, etc. Et c'est le fonctionnement de ces structures est non univoque. Il dépend de la clientèle, il dépend de l'équipement, il dépend des compétences, il dépend de la réflexion collective. Et je vois que vous faites des RCP en semi-urgence pour ces malades très urgents. Donc vous êtes un excellent exemple de ce vers quoi nous évoluons dans, non pas tous les centres, mais dans les grands centres spécialisés, partageant des techniques différentes pour arriver au meilleur traitement possible pour les pathologies. Je vous remercie beaucoup. Je repasse la parole à
Albert Claude. Albert Claude. Oui, moi je voudrais juste rajouter ce que j'ai essayé déjà d'indiquer dans mon intervention précédente, c'est-à-dire aux collègues interventionnels et médecins, réanimateurs, etc., c'est de savoir vous servir de ce que représente l'Académie nationale de chirurgie aujourd'hui en matière de capacité d'intervention et d'influence, aussi bien pour la formation du public et des collègues, mais aussi d'action auprès des pouvoirs publics. Et ce qu'on a dit au sujet de l'organisation territoriale des soins sur les SOSEP, par exemple, graves, je crois que c'est à vous de vous servir de nous. Nous, on est là pour ça, pour être la caisse de résonance institutionnelle, pour porter plus haut et plus fort la compréhension de vos besoins et de ce que les pouvoirs publics devraient vous aider à faire. Et c'est difficile, mais c'est un peu notre rôle. On est une académie, c'est pour ça qu'on est différent d'une société savante. On apporte quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'on a intérêt à avoir un partenariat le plus fort possible avec les sociétés partenaires. Vous savez que nous représentons les 13 disciplines de la chirurgie, mais si on élargit maintenant à l'ensemble des actes opératoires, comme a dit Philippe Marre, et au contexte qui va avec, c'est-à-dire l'anesthésie, la réanimation, l'ambulatoire, la RAC et tout ce qui va avec, eh bien, donc c'est une place immense dans le champ scientifique et de la santé publique que nous occupons. Donc, à vous de vous servir de ce que nous sommes pour améliorer encore la performance de ce que vous faites. Ok, ben, message Merci reçu. beaucoup. Merci à vous. Si plus personne n'a quelque chose à ajouter, on va clore la séance en remerciant beaucoup les trois survivants. Olivier, bravo, c'était super. Bravo.